Bonjour à tous, je suis Cédric Canvam. Vous êtes sur votre podcast dédié à l'entrepreneuriat. Je reçois aujourd'hui Foli Koussao, qui est le fondateur de l'entreprise Trianon, spécialisée dans le secteur de l'immobilier. Foli est également président du Club africain des entrepreneurs. Avec Foli, j'aborde les questions en rapport avec son secteur sur 3 volets. Les enjeux, les défis, mais aussi les perspectives pour les années à venir. Foli nous partage son expérience et aussi sa vision de ce secteur en plein essor en Afrique. Je ne vous en dis pas plus, à tout de suite. Bonjour Cédric. Ouais, merci de me recevoir dans l'une des villas que vous avez à Amboué, à Libreville. La villa d'Abema. La villa d'Abema, voilà. Très bel endroit. Quand je suis rentré, je pense que j'ai posé un certain nombre de questions. Déjà parce que ça m'intéresse. Je pense que peut-être après notre entrevue, j'en aurai certaines et je les poserai à la bonne personne. Donc... On vous réservera une villa, il n'y a pas de souci. Ok, d'accord, ce serait bien. Ça roule. Aujourd'hui, notre discussion, c'est simplement d'avoir votre avis sur un certain nombre de sujets en rapport avec votre domaine. Traditionnellement, j'ai tendance à demander un peu à mes invités un certain nombre de questions par rapport à leur parcours dans leur domaine. Donc, ma première question serait effectivement de savoir ce qui vous a inspiré par rapport au secteur de l'immobilier et en gros, pourquoi? Ok. Alors, ce qui m'a inspiré, c'est assez intéressant parce que je devais répondre à la question sur le sens du parcours, donc quelque chose de très factuel. Voilà, j'ai fait une école de commerce, etc. Je trouve ça. Alors, par contre, ce qui m'a inspiré, je trouve ça plus intéressant. En fait, moi, au départ, j'étais contrôleur de gestion. Je fais une école de commerce et j'étais contrôleur de gestion chez Kaufman & Broad, le promoteur. Et puis un jour, je quitte mes bureaux et on était à la Tour Montparnasse à l'époque. On devrait être entre le 30e et le 33e étage. Et en fait, il y a des immenses halls à la tour. Et donc, arrivé dans le hall, je vois une superbe maquette. Mais une maquette, donc avec des maisons, des immeubles, tout ça allumé, éclairé, les petites voitures. Et là, pour le coup, c'est à ce moment-là où j'ai eu le coup de foudre pour l'immobilier, à vrai dire. J'ai vu cette maquette, j'ai demandé à la personne qui était là, qu'est-ce qu'elle faisait. Elle m'a dit, je suis responsable de programme. À partir de ce moment-là, je me suis dit, je veux devenir responsable de programme. Bon, donc 2 ans plus tard, alors j'ai refait un 3e cycle, etc. Je suis devenu responsable de programme, puis directeur de programme. Et en 2012, j'ai quitté Kaufman après 13 ans et j'ai monté Trianon qui existe maintenant depuis 12 ans. D'accord, donc plus de 20 ans j'ai pu voir plus de 20 ans quand même dans le domaine. Ouais, 23, 24. Ok. Et aujourd'hui, avec cette expérience, c'est quoi les défis? Les défis alors si on prend les défis, il y a plein de défis. La question c'est, est-ce que c'est des défis de l'entrepreneuriat ou sur l'Afrique? De l'entrepreneuriat et de l'entrepreneuriat spécifiquement dans l'immobilier en Afrique. Ok, alors là c'est une grosse question. Les défis de l'entrepreneuriat. Le problème de l'entrepreneuriat, c'est faut avoir très envie. Donc ça mûrit un petit peu. On est tous, en tout cas pour les entrepreneurs en règle générale, on se lève rarement un matin pour se dire que on veut devenir entrepreneur. Mais en tout cas, on a un petit projet dans la tête qui mûrit, qui grandit. Et à un moment donné, on peut plus trop maîtriser le sujet et on se lance. Voilà. Donc ça, c'est le premier défi, c'est le fait de passer de l'idée, de le mûrir et de réussir à se lancer. Ça, c'est pas simple. Surtout quand vous aviez la chance, comme moi à l'époque, d'être dans une très belle boîte où les gens vous font confiance, où vous avez bien grandi. Donc c'est un petit peu compliqué. De quitter ce confort en France pour se jeter dans le grand bain, même si j'adorais ce continent. Et après les études de marché que j'avais faites à l'époque, je m'étais rendu compte que le marché de l'immobilier en Afrique avait un immense potentiel. Parce que la réflexion, c'est bien, mais à l'époque, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une étude de marché avec la junior entreprise HEC, Paris. D'accord. Donc on a à l'époque, faut savoir qu'il y a une spécificité en France, c'est anecdotique mais c'est intéressant. On n'a pas de fichier ethnique. Donc en France, on peut pas vous dire qui est gabonais, qui est noir, qui l'est pas. C'est interdit. Donc ce qu'on a fait à l'époque, on a monté un site internet avec HEC, la junior entreprise, et on a fait une étude en ligne et on a demandé aux gens de s'enregistrer et de dire s'ils sont gabonais, ivoiriens, etc. Et c'est comme ça qu'on a fait la première étude de marché. On a interrogé à peu près 1 millier de personnes et les résultats étaient extrêmement encourageants. Voilà, ça fait partie des éléments qui m'ont permis de me lancer. J'ai décidé de quitter ma boîte et de venir m'installer à Libreville pour commencer. Et l'ambition était à l'époque d'être très rapidement sur 5 ou 6 pays. Aujourd'hui, 12 ans après, on est dans, on va dire, 1 pays et demi. On a fait le Gabon. On est en train de développer très fort la Côte d'Ivoire. Donc, ça prend aussi beaucoup plus de temps que prévu. Ça fait partie des défis. Ok. Donc, c'est un parcours quand même qui, on va dire, finalement arrive à vous faire avoir de l'impact par rapport à votre secteur sur le continent et sur les pays sur lesquels vous travaillez.
Alors oui, parlons d'impact. Déjà, vous avez un premier impact, c'est l'entrepreneur lui-même. Voilà, déjà, quand vous vous réveillez le matin et que vous adorez ce que vous faites, c'est un super impact. Donc ça, faut déjà commencer par ça. Ensuite, en termes d'impact, je vais parler de l'entrepreneuriat un peu en général parce que vous savez, je suis accessoirement ou en tout cas à côté, je suis patron du Club africain des entrepreneurs. C'est 253 entrepreneurs en Afrique sur 21 pays. Et vous imaginez, alors on a des très très belles entreprises dans le groupe. On a par exemple les gens de la laiterie du Berger, qui est le petit Danone sénégalais, qui est une vraie belle success story. Et en fait, la réalité, c'est que quand vous discutez avec les entrepreneurs, pour passer de l'idée, de se lancer à la concrétisation, ça prend un temps fou. C'est extrêmement compliqué. Ça fait partie des gros éléments de défi. Mais ensuite, pendant tout le parcours, pendant que vous faites tout ce travail-là, vous impactez vos premiers collaborateurs, vous impactez vos premiers fournisseurs, vous impactez vos clients. Voilà. Donc, dès qu'on entreprend, quoi qu'il arrive, on impacte à plus ou moins grande échelle, mais on impacte. Ensuite, sur le sujet qui est de celui de Trianon et de notre activité de promotion immobilière, c'est très simple. L'impact sur l'Afrique, je vais vous donner 2-3 chiffres, je vais pas être très long. Dans les années 50, en Afrique, on avait 200 millions d'individus. Alors, pour ceux qui connaissent, 200 millions d'individus sur un continent comme l'Afrique, alors, pareil, on a un petit biais sur l'Afrique. Quand on vous dit l'Afrique, alors pendant très longtemps en France, il y a des gens qui me disaient mais ton pays il est très beau. Je lui disais oui mais c'est pas un pays, c'est un continent. L'Afrique c'est le plus grand continent de la planète. C'est-à-dire qu'on y met grosso modo l'Europe occidentale. Ensuite on y met les États-Unis. Il reste de la place pour la Chine, pour l'Inde et on peut y mettre, il reste, je crois, encore un peu de place pour le Japon. Donc, c'est le plus grand continent. Et il s'avère que sur la map monde, elle est erronée. Donc, vous devez chercher sur Internet et vous allez voir, parce que pour des raisons que c'est pas notre sujet aujourd'hui, mais la carte de l'Afrique, elle est beaucoup plus petite que ce qu'elle est en réalité. Donc voilà, c'est historique. Faut regarder sur la map monde, regarder sur Internet, mais on a un ratio. Donc, c'est un immense continent. Ça, c'est le premier sujet. Dans les années 50, on avait 200 millions de personnes sur ce continent. Ça veut dire que c'était un désert humain. Pour ceux qui ont fait un peu d'économie, Adam Smith disait on peut pas faire d'économie dans un désert parce que il faut une densité minimale pour pouvoir faire de l'économie. Donc c'est pas étonnant que l'Afrique soit pas première puissance mondiale. C'est pas grave, il y avait personne. 2015, je crois qu'on était 1,2 milliard ou 1,3 milliard à peu près d'individus. Ça commence à sonner, mais on est à peine aujourd'hui l'équivalent de la Chine en termes de population. Sauf qu'en 2050, on aura entre 2 et 2,4 milliards d'Africains. Donc là, ça commence à être sérieux. Et malgré ça, ce sera pas la zone de la planète la plus dense. Donc quand on dit l'Afrique est surpeuplée, c'est pas vrai. C'est tellement immense que, 1, l'Afrique n'est pas surpeuplée. Et 2, on a cet impact immense. Donc on va se retrouver avec 1 milliard de citadins en 2050. On est en 2024, donc c'est dans pas longtemps. Et donc, il va falloir loger 1 milliard de personnes, donc dans essentiellement les capitales. Donc ça, c'est les urbains. Donc, vous imaginez un petit peu quand on parle d'immobilier et quand on parle du niveau d'impact potentiel de ce métier. Donc, soit on est capable de créer des infrastructures, des logements sociaux, des logements intermédiaires, pourquoi pas des logements haut de gamme, des bureaux, des centres commerciaux. Si on n'est pas capable de créer ces infrastructures dans le peu de temps qui nous reste d'ici 2050, ça va être un tsunami. Donc, c'est un défi qui est colossal, mais en même temps, ça révèle des opportunités immenses. Et effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de perspectives en termes de ce que l'immobilier, le BTP va pouvoir apporter en termes de solutions, de logement. Mais finalement, il y a aussi beaucoup d'impact à avoir au niveau local, soit sur la création d'emplois, sur la création de richesses dans les zones dans lesquelles vous êtes impacté. Et en fait, moi, je serais intéressé en fait que vous me décriviez aujourd'hui comment est-ce que vous avez pu avoir ces éléments qui vous encouragent à pouvoir continuer parce que vous dites, OK, au Gabon, on crée X milliers d'emplois, en Côte d'Ivoire, pareil, etc. Et on continue parce qu'on a cet objectif de relever un certain nombre de défis par rapport à la densité de la population, mais que, voilà, à côté de ces défis, ce qui nous encourage, c'est l'impact qu'on a sur le terrain. Alors, si on prend nos équipes propres et on prend nos sous-traitants rapprochés, on va tourner aux alentours de 260 personnes. Donc ça, c'est le direct. Évidemment, quand vous impactez une famille, vous impactez indirectement toute la famille. Le père de famille, il travaille avec vous, mais en réalité, c'est 3, 4 personnes, 5 personnes, 6 personnes derrière. Donc, vous pouvez prendre ce chiffre de 260, vous multipliez par 4, vous avez à peu près 1 millier de personnes. Donc ça, c'est le cas du Gabon. Donc l'impact, il est dans un premier temps celui-là. Mais il est également plus large. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre philosophie, dans notre logique, c'est de créer des environnements cohérents.
Donc là, vous êtes à Loft Park. Ce qu'on fait, c'est qu'on crée les logements, mais on crée les voiries qui vont avec, on crée les infrastructures qui vont avec. Donc l'idée, c'est d'améliorer notre environnement. Parce que l'environnement urbain, on a deux possibilités. Soit on laisse les choses aller, et donc on fait un petit peu au hasard, donc ça donne des choses pas bien structurées, ça donne des villes mal intégrées, des endroits où les voiries n'arrivent pas, etc., etc. Donc là, on a une vraie paupérisation. C'est-à-dire que les gens vivent dans des conditions assez catastrophiques. Donc nous, notre philosophie, notre vision de l'immobilier, c'est qu'il n'y a pas de raison qu'en Afrique, on n'ait pas un immobilier moderne. Ça ne veut pas dire qu'il doit être riche, ça ne veut pas dire qu'il doit être cher. Ça veut dire qu'on crée les infrastructures et on structure la ville, parce que un des éléments de vision chez nous, c'est à la fois d'être promoteur, d'accord, de créer des logements adaptés au plus grand nombre, mais aussi d'être acteur de la transformation des villes africaines. Mais pour être acteur de la transformation des villes, faut pas se focaliser juste sur les maisons qu'on fait. Faut se focaliser sur l'environnement. Au sens plus large. Donc ça, c'est un impact pour moi qui est extrêmement important. Et après, je vais rebondir sur un sujet en termes d'impact. On a une réflexion parce que notre logique, dans mon ADN ou dans la vision aujourd'hui que porte l'entreprise, c'est réellement comment on fait pour réaliser notre métier tout en ayant un impact positif fort. Typiquement, on va prendre un cas. Aujourd'hui, en Afrique, il faut savoir qu'on ne fabrique pas les produits de seconde œuvre. En tout cas, au Gabon, on fabrique pas les produits de seconde œuvre. On a du gravier, du sable, du ciment. Bon. Mais les clims ne sont pas fabriqués au Gabon. Les luminaires, non. On a un petit peu de peinture. Les carreaux, non. La colle carrelage, etc., etc. Donc, je peux vous en citer comme ça toute une liste. Donc, notre logique, à terme, c'est de pouvoir, alors on va peut-être pas tout faire, mais c'est de pouvoir progressivement faire en sorte qu'on puisse intégrer des éléments de production. Je vais vous donner un exemple très simple. Comment vous expliquer qu'on puisse acheter de la colle carrelage aujourd'hui en Chine ou en Asie ou en Europe et le faire venir par bateau? Ça n'a aucun sens. La colle carrelage, c'est quoi? C'est du sable avec quelques adjuvants. Du sable, on en a. Les adjuvants, ça devrait pas être compliqué. Donc, tout notre plaidoyer au niveau des pouvoirs publics, etc., c'est de libérer le marché, de faire en sorte d'encourager les acteurs locaux pour que progressivement, on soit capable de fabriquer nos colles carrelage. Ça pèse très lourd. Il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée et c'est relativement facile à fabriquer. Et si je vais un peu plus loin, le carrelage, c'est un peu le même sujet. En réalité, c'est pas très compliqué de fabriquer du carrelage, vous voyez? Mais bon, aujourd'hui, pour qu'on puisse fabriquer du carrelage, il faut qu'on ait de la visibilité. Il faut qu'on ait, et ce qui pour les entrepreneurs, pour pouvoir créer des usines, il faut que vous ayez un marché ouvert, de la visibilité, des incitations et un encouragement de l'écosystème économique. Il faut que les banques suivent, il faut que vous puissiez avoir vos prêts, etc., etc. Et que la main-d'œuvre soit ensuite formée. Mais ça, on sait gérer. Donc, pour moi, notre logique d'impact aujourd'hui, c'est à chaque fois qu'on fait quelque chose, je passe mon temps à réfléchir en me disant, est-ce qu'on pourrait pas faire ça en local? Est-ce qu'on pourrait pas faire ça mieux? Et est-ce qu'on pourrait pas faire ça en ayant plus d'impact sur notre environnement direct, sur les emplois et la création de valeur ajoutée? Ce que j'entends, c'est beaucoup de défis quand même. La partie gestion de ressources, transformation, les intrants, etc. Donc, c'est quoi finalement le top 5, je vais dire, des obstacles qui sont liés à votre secteur? Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il est intéressant de pouvoir lever ces obstacles? Ça veut dire comment est-ce que vous le faites à votre niveau, mais aussi comment est-ce que l'environnement dans lequel vous évoluez, donc ça peut être l'environnement pays, sous-régional, etc., devrait pouvoir s'intéresser un peu plus à ces obstacles pour faire en sorte que le secteur soit plus ou moins favorable au développement d'entreprises telles que la vôtre ou d'autres entreprises pour pouvoir relever ce défi de besoin en termes d'immobilier. Ok. Alors les obstacles, il y en a quelques-uns. Ils sont effectivement, on va dire, d'importance, mais rien d'insurmontable. On va essayer j'espère ne rien oublier, mais premier obstacle, le foncier. Vous voyez, la matière première de l'immobilier, la matière première de votre baguette de pain, c'est la farine. La matière première de l'immobilier, c'est le foncier. On va prendre le cas du Gabon. Au Gabon, on estime à peu près le déficit foncier à 240 000 logements. Donc, il manque 240 000 logements. Alors, j'ai pas les chiffres exacts, mais d'après mes infos, on doit à peu près avoir aujourd'hui au Gabon aux alentours de 30 000, peut-être 38 000 titres fonciers. Donc, je répète, on a 38 000, on va arrondir à 40 000 titres fonciers. Et on a besoin de 240 000 logements. Vous voyez un petit peu le gap. Donc, il faudrait, dans un premier temps, qu'on crée à grande échelle et de manière extrêmement rapide et efficace du foncier titré. Qu'est-ce que j'appelle foncier titré? Le foncier titré, c'est le foncier avec un droit réel, c'est-à-dire son titre foncier. Si vous avez du terrain, mais que vous n'avez pas de titre, pas d'hypothèque, pas de financement. Bien sûr. Pas de financement,
pas d'immobilier. Ouais. Vous voyez la chaîne? Ouais. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive dans un premier temps, avec l'aide des pouvoirs publics, nous, on fait un gros plaidoyer là-dessus. Donc, je saisis l'occasion pour le refaire à nouveau. Il faut absolument qu'on produise des titres fonciers à la chaîne. Pourquoi? Parce que si vous faites 15 000 logements par an, il faut qu'il y ait 15 000 titres fonciers. Ouais. Donc, si on en produit 300 par an, ça ne marche pas. Ouais. Donc, premier obstacle, aujourd'hui, je pense que les pouvoirs publics ont saisi la gravité de la situation et l'urgence de ce sujet-là. Donc, c'est absolument impérieux. Donc, créer des titres fonciers à grande échelle de façon structurée, industrialisée et efficace. Ça, c'est la matière première. Donc, ensuite, les opérateurs, les constructeurs, les promoteurs auront de la matière première sur quoi bâtir. Matière première efficace. Parce que la matière première sans titre, ça marche pas bien parce que on n'a pas d'hypothèque, pas de financement. Une fois qu'on a réglé le problème du foncier, on a un deuxième problème qui est le problème de l'écosystème général. Je vais prendre le problème du financement. Aujourd'hui, je prends le cas du Gabon. Au Gabon, on fait des crédits à 7 ans maximum. 7 ans, on ne finance pas l'immobilier à 7 ans. Je vais vous donner un exemple concret. Vous prenez une villa de 50 millions avec un taux de crédit de entre 12 et 15% sur 7 ans. Vous devez payer à la fin du mois 900 000 à la banque. Ah, c'est trop. Exactement. Donc, 900 000, grosso modo, il faut gagner 3 millions pour être capable de faire ce crédit pour acheter une maison à 50 millions. Donc, évidemment, vous excluez une grosse partie de la population, pour pas dire l'immense majorité de la population, du système financier lié à l'immobilier. Bon, maintenant, prenons un autre cas de figure. Prenez cette même villa à 50 millions, mais cette fois-ci, vous prenez un crédit à 20 ans, ok ? Avec un taux un peu plus raisonnable. On va dire un taux de 7%. Vous allez tourner autour de 300 000. Vous voyez que 300 000, vous gagnez, vous êtes un couple et que vous gagnez à vous deux 900 000, vous êtes tout à fait capable de vous acheter une maison. Si on fait ça, on va se retrouver avec un marché qui va décoller instantanément parce que vous aurez l'écosystème de financement qui permettra aux gens, parce que en réalité, ce que vous avez besoin, ce dont les gens ont besoin, c'est de mettre un montant par mois et de devenir propriétaire. Et plus ce montant est faible, plus le marché est ouvert et plus les gens peuvent devenir propriétaires. Et pour que ce montant soit faible, il faut des durées de crédit longues, il faut des taux d'intérêt maîtrisés. À cette question, je pense que c'est un point très intéressant. Et aujourd'hui, il y a ce que j'observe, par exemple, dans l'environnement local, et j'ai vécu en Côte d'Ivoire et c'était un peu la tendance aussi, c'est que les populations ont tendance à attendre que les pouvoirs publics s'intéressent un peu plus au secteur et leur permettent d'avoir un peu plus de facilité, que ce soit d'accès au crédit, que ce soit même d'accès au logement ou à la propriété. Et est-ce que c'est un modèle qui peut marcher? Est-ce que ça relève pas finalement d'une insuffisance qui est constatée, donc peut-être de la contrainte qui est imposée par le secteur bancaire et financier, et que finalement les gens sont obligés de se tourner vers les pouvoirs publics pour leur dire mais peut-être il y a une régulation financière du marché financier qui n'est pas celle qu'elle devrait être à cause des taux, etc. Et que finalement, on pense que c'est à vous de pouvoir nous faciliter à travers la construction, etc. Mais aujourd'hui, on sait que les pouvoirs publics n'ont peut-être pas forcément la capacité de pouvoir le faire. Et donc, comment est-ce que vous naviguez dans tout ça et comment est-ce que c'est contraignant pour le développement de votre secteur, donc de l'immobilier en griffe privée? Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est est-ce que les gens sont légitimes à solliciter que le système d'acquisition immobilière soit facilité? Oui, c'est légitime. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir un écosystème adapté, c'est-à-dire des taux de crédit maîtrisés et des durées de prêt plus longs, ça, c'est pas du ressort du citoyen lambda. Donc, les citoyens lambda, ils ont besoin qu'on crée pour eux l'écosystème. Ouais. Pour créer cet écosystème, on va pas dire c'est simple, mais on va pas réinventer la poudre. Donc, il y a des choses assez simples qui existent, qui fonctionnent. Je vais prendre un exemple très simple. En Afrique, dans la zone UMOA, on a une caisse de refinancement hypothécaire. Alors, je vais essayer de pas être technique, mais comment ça se passe? Votre banque, parce qu'on a l'habitude d'accuser les banquiers, c'est de la faute des banquiers, etc. Ouais. Bon, ok, les banquiers, ils ont bon dos, mais ils sont pas responsables de tout, notamment de l'écosystème. On va prendre un exemple simple, je vais essayer d'être concis. Vous prenez un crédit. Le banquier, lui, il vous prête l'argent que les gens ont déposé chez lui. Donc, son rôle et il doit absolument garantir les dépôts qu'il a chez lui. Ouais. Il n'a pas le droit de dire, écoutez, moi, l'argent que vous m'avez déposé, finalement, je l'ai prêté à monsieur X et il est parti avec. Non, ça, c'est pas possible. Donc, pour ça, le banquier, il doit faire des durées de prêt qui sont équivalents aux durées de dépôt. Donc, si je dépose de l'argent dans une banque sur 5 ans, la banque va pouvoir
faire des prêts sur 5 ans. Et les gens déposent en Afrique en moyenne sur 5-7 ans. En tout cas, en zone Afrique centrale. Donc, le banquier, il ne peut prêter, puisque dans ses ratios prudentiels, c'est les ratios du contrôle des banques centrales, on leur dit, vous n'avez pas le droit. C'est même pas qu'ils veulent ou pas. C'est pas légal. Parce qu'il ferait prendre trop de risques à l'ensemble du système économique. Ouais. Donc, les banques n'ont pas le droit. Donc, les banques sont obligées de faire des crédits courts. On a vu tout à l'heure qu'avec la fameuse maison à 50 millions, sur 7 ans, ça donne 900 000. Donc, ça ne marche pas. Bon. Maintenant, comment on fait? Ça existe, et on va pas réinventer. Comment ça fonctionne? On fait ce qu'on appelle un système de refinancement hypothécaire. Le système de refinancement hypothécaire, c'est grosso modo, on dit l'État met un premier paquet d'argent sur la table et dit, OK, avec cet argent-là, je vous le laisse pour, X années. C'est-à-dire que 20 ans, 30 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a un premier paquet d'argent qui est là sur le long terme. Ça veut dire que c'est de l'argent qu'on peut prêter à long terme. Ouais. Ensuite, on demande à des bailleurs. Vous avez plein de bailleurs, la Banque mondiale, la B2AC, la BAD, tous ces bailleurs dont le métier c'est de prêter à très long terme vont venir abonder, c'est-à-dire vont venir rajouter de l'argent sur cette réserve. Donc vous allez avoir de l'argent de l'État pour amorcer la pompe et de pas mal de bailleurs. Donc on peut comme ça constituer on va dire une réserve de 50, 100 milliards, 200, 300, 400 milliards. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on va dire aux banques, lorsque vous avez un prêt qui est sur 20 ans, vous n'avez pas le droit de le prêter, vous n'avez pas le droit puisque vous avez des dépôts à 7 ans. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller emprunter cet argent à la caisse de refinancement. Et là, dès que vous faites ça, les banques deviennent capables instantanément de faire des prêts longs, 15 ans, puis 20 ans. Alors, il s'avère que aujourd'hui, sur le Gabon, avec Orabank, on a pu signer une convention qui nous permet de faire les premiers prêts immobiliers au Gabon à 15 ans. C'est déjà une première étape, mais il reste encore du chemin. Donc, il faut qu'on arrive à allonger ces durées de prêt. Et ça, c'est simple. Monter un système de refinancement hypothécaire, il y a déjà des études qui ont été faites. Hein. Je suis bien informé, donc je peux vous le dire. Des longues études ont été faites par un certain nombre d'organismes, notamment par la Caisse des dépôts, etc. Il faudrait à peu près 1 an et demi pour que ça puisse être mis en place. Donc, il s'agit d'une question de volonté et d'énergie politique et collectif pour qu'on puisse mettre en place ces systèmes qui vont réellement être game changer. Ça va changer la dynamique immobilière au Gabon. D'autres défis? Alors, je pense qu'on vient de parler du financement. Alors, on a parlé de 3 défis. On a parlé du foncier, on a parlé du financement des acquéreurs et on a parlé du pendant du financement des banques pour que les banques suivent les acquéreurs. Alors, s'il y a un dernier point, c'est l'écosystème juridique et légal. Aujourd'hui, si on a des villes qui ne sont pas tout à fait encore au niveau des villes que l'on peut voir quand on voyage, que ce soit au Maroc ou en Europe, etc. C'est pour une raison très simple. Aujourd'hui, le système juridique, règlement d'urbanisme est assez peu structuré en réalité. On a quelques règles, mais c'est pas suffisamment structuré parce que on ne peut pas faire dans un même secteur des boîtes de nuit et des maisons. Ça marche pas. Vous n'allez pas faire dans une zone résidentielle. Voilà. Mais aujourd'hui, comme les règles n'existent pas, et ça, c'est le premier sujet. Donc, il faut déjà écrire ces règles. C'est pas très compliqué, hein. Donc, il faut pas réinventer. Il y a des choses qui existent, qui ont très bien marché. Il faut les reprendre, il faut les adapter et il faut les mettre en application. Mais le point le plus pertinent et le plus intéressant, c'est la mise en application des règles. Parce que vous pouvez avoir toutes les règles que vous voulez d'urbanisme. Si personne ne les respecte, ça ne marchera pas. Donc, je suis toujours sidéré de voir quand je me balade parfois, de me rendre compte que il y a un morceau de rue et puis il y a quelqu'un qui est venu, qui est au bout de la rue, qui a fermé. Voilà, vous voyez? Donc, ok, c'est très sympa. Il a peut-être un peu plus de terrain, mais là, il condamne toute une partie de la zone à pas avoir un accès routier confortable. Ça, typiquement, je pense que c'est des choses qui sont tout à fait faisables. C'est pour ça que quand on fait des résidences d'ensemble, on règle ces problèmes-là dans la globalité du projet. Donc là, c'est déjà une première étape. Mais notre plaidoyer aujourd'hui, c'est que à l'échelle nationale, puis demain à l'échelle du continent, on puisse réellement régler ces sujets de structuration juridique et de règlement d'urbanisme à appliquer sur les différentes zones urbaines. Oui. Un autre point, c'est peut-être un peu différent des défis, mais c'est peut-être un peu lié à la technologie et à comment les choses évoluent et la perspective est différente que la technologie donne à différents secteurs. C'est aujourd'hui, est-ce que c'est un game changer, les nouvelles technologies? J'entends par là l'intelligence artificielle, tout ce qui se développe autour du cloud, des applications. Est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui arrive à avoir cet impact sur votre
votre secteur qui permet effectivement de tacler un peu tous ces défis dont vous parlez? Alors, c'est une bonne question. Il y a deux sujets. Déjà, je trouve qu'il y a une vraie révolution qui est en route avec les sujets d'intelligence artificielle. Et je trouve un peu dommage que sur le continent et sur, je trouve qu'on ne s'en inquiète pas suffisamment. Et on devrait être un peu plus en amont. Ça, c'est une première observation. La seconde chose, c'est que, en réalité, l'intelligence artificielle, c'est très bien. Ça va changer beaucoup de choses. Il y a un certain nombre de métiers qui vont être extrêmement facilités et malheureusement, il y a des métiers qui risquent, en tout cas, non pas de disparaître, mais qui vont être fortement impactés. Parce que typiquement, les métiers de rédacteur, les métiers de juriste, les métiers d'analyste, tous ces métiers-là, déjà aujourd'hui, en 2024, l'intelligence artificielle le fait relativement bien. Bon, donc ça, mais on a une chance dans ce métier de l'immobilier, c'est que l'intelligence artificielle est pas prête de remplacer un maçon. Donc j'ai envie de dire, sur les métiers manuels, que sont peintres, électriciens, plombiers, etc. Là, on est très très loin. Si vous voulez pas vous faire disrupter par l'intelligence artificielle, c'est des très bons métiers. Donc ça, c'est un premier point. Après, la réalité, c'est que je pense que ces sujets de développement, etc. On peut parler, par exemple, d'imprimante 3D. Alors c'est encore un peu en amont. Et surtout, je pense que la technologie pour la technologie, pour moi, ça n'a pas trop d'intérêt. En tout cas, c'est ma vision des choses. Je pense qu'il faut que la technologie ait un impact positif. Si par exemple vous me demandez demain de faire des maisons avec une imprimante 3D, je vous dirais que ça ne m'intéresse pas pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'effectivement j'irai plus vite et je ferai les maisons peut-être avec un peu moins de défauts. Mais sur la théorie économique, c'est que l'ensemble, les 200 personnes, 300 personnes qui travaillent sur les logements, on va devoir s'en passer. Mais si on s'en passe, qui va acheter vos maisons? Vous voyez? Ouais. Donc il faut que la technologie ait un impact positif. Et là, pour le coup, c'est pas très intéressant. On est dans un environnement où la main d'œuvre est plutôt raisonnable. On a une main d'œuvre importante. On a des vrais sujets, on en a pas parlé, mais des vrais défis de formation, parce que ça, c'est un sujet sur lequel on va revenir tout à l'heure. Mais voilà, donc notre objectif aujourd'hui, c'est d'employer un maximum de gens, c'est de donner de l'emploi aux gens, c'est de les former, de les faire monter en compétences. On n'est pas encore sur les sujets de dire qu'on va faire de façon hyper technologique les bâtiments. À ce stade, on n'en est absolument pas là. Par contre, utiliser en back-office au niveau des bureaux, au niveau de notre efficacité à faire des contrôles, au niveau de nos points d'arrêt, au niveau des systèmes rédactionnels, de cahiers des charges, etc., d'utiliser des outils d'IA, oui. Là, j'ai envie de faire le lien avec la formation et l'IA. J'ai peut-être envie d'avoir ton avis sur le niveau des ressources, les besoins et comment on fait pour des secteurs tels que le vôtre pour aller vers l'optimal en termes de disponibilité de ressources pour le développer un peu plus, ce secteur. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'existe pas, je prends le cas du Gabon, il n'existe pas d'école du bâtiment. Alors, on a quelques petites institutions qui essayent d'émerger, de survivre, etc. On a pris un certain nombre pas mal de stagiaires d'un organisme comme celui-là, mais la réalité, c'est qu'il y en a pas assez. Ça, c'est la première chose. Du coup, nous, on a une réflexion aujourd'hui, et une des difficultés, notre capacité typiquement à délivrer des niveaux de finition aux standards internationaux, on a effectivement fait venir un expat qui justement depuis de nombreuses années fait monter les équipes locales en compétences. Donc, on va chercher la compétence et ensuite on fait grandir compétences en local. Ça, c'est la première chose. Donc, aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Et vu le développement du marché de l'immobilier dont on a parlé tout à l'heure, des opportunités en termes de croissance des villes, des besoins urbains, c'est colossal. Ouais. Donc, j'ai envie d'inviter nos jeunes à se tourner massivement vers ces métiers-là. C'est des très beaux métiers, des métiers de peintres, d'enduiseurs, d'électriciens, de carreleurs, etc. C'est des très beaux métiers. Et j'ai la bonne surprise, c'est que c'est des métiers qui seront de mieux en mieux payés. Clairement. Donc, c'est des métiers d'avenir. Ça, c'est parce que le potentiel est fort, le marché est là, et aujourd'hui, on a besoin de gens de plus en plus compétents. Donc, plus ils vont monter en compétences, plus les rémunérations vont monter. Donc, en réalité, tournez-vous vers ces métiers parce que c'est extrêmement intéressant et il y a des besoins qui sont forts et qui sont pas prêts de tarir. Donc, il faut absolument se tourner vers ces métiers-là. Ça, c'est la première partie. Mais vous allez me dire,
Bah oui, mais je fais comment pour devenir maçon, puisqu'il n'y a pas d'école de maçonnerie. Nous, à notre échelle, aujourd'hui, on est en train de réfléchir à mettre en place une fondation qui aura pour objectif justement de financer et d'aider à la mise en œuvre de ce type de formation. Donc, on est en train de réfléchir sur quelque chose qu'on devrait, j'espère, structurer pour 2024, avec pour objectif d'avoir des écoles. Donc on a déjà rencontré des organismes, on est en train de discuter avec un certain nombre d'autres entreprises, puisque le groupe Perenco, qui est un groupe pétrolier très présent au Gabon, a également une volonté de faire des actions fortes dans le domaine de la formation. Donc on est en train de réfléchir avec eux et avec un certain nombre d'organismes périphériques, puisque on a également le fonds d'impact IEP qui est au capital de Trianon, et avec qui on est en train de réfléchir à trouver des solutions. Et donc dans le cadre de cette fondation, on va certainement mettre en place, j'espère assez rapidement, une structure qui aura pour objectif de former et de faire monter réellement nos équipes en compétences. Ce qui est pas normal, c'est que encore en 2024, lorsqu'on fait des hôtels 4 ou 5 étoiles, on soit obligé de faire venir des artisans, des carreleurs, des marbriers de l'étranger. Donc il faudrait qu'on puisse former les gens, mais ça prend du temps, ça c'est des coûts, et surtout il faut derrière avoir de la visibilité et suffisamment de chantier. On est en train de travailler là-dessus et c'est des choses qui devraient aboutir assez rapidement. J'ai maintenant envie qu'on aborde une dernière partie, les perspectives du secteur, hein, et quelques conseils pour les entrepreneurs. Aujourd'hui, c'est quoi votre vision de l'avenir du secteur au Gabon et peut-être dans la sous-région et plus globalement sur le continent? Alors l'avenir du secteur, je le vois rose. On a parlé des obstacles. Oui. Les obstacles, je pense qu'aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a une vraie, en tout cas sur le Gabon, il y a une vraie volonté politique de changer les choses. Il y a une vraie volonté de structurer, d'avancer, donc et qu'on réalise. Donc ça, c'est un fabuleux atout parce que j'ai envie de dire que la détermination et l'espoir sont bien plus produisent bien plus d'énergie que le pétrole. Donc en réalité, donc ça aujourd'hui on a cette détermination à avancer. Donc ça c'est déjà un premier point. Donc les perspectives sont plutôt intéressantes. Pourquoi? Le besoin, il est là. Les obstacles, on les connaît. On sait comment passer ces obstacles. Alors, ça va pas se faire du jour au lendemain, ça va prendre un peu de temps, il y a de la structuration. OK. Il faudrait des entreprises, il faudrait une centaine d'entreprises comme Trianon, que dis-je, peut-être 500, pour être capable de résorber le déficit immobilier au Gabon. Donc, vous voyez un petit peu la perspective. Ouais. Donc, nous, qu'on travaille un petit peu et qu'on grandisse très bien, mais il en faudrait des dizaines et des dizaines et des dizaines comme nous. Parce que on n'est pas assez nombreux pour relever les défis dans les règles de l'art, dans les structures, etc. Donc, il y en a quelques-unes, c'est très bien, mais il faut qu'on soit beaucoup plus nombreux. Et je pense que c'est un vrai sujet. Donc, pour moi, l'avenir, aujourd'hui, pour ce qui est de Trianon, on va lancer dans les prochains mois un certain nombre de projets. Notre objectif, c'est de produire sur l'année, de lancer en production sur 2024 à peu près 700 logements. Donc ça, on va lancer à peu près 700 logements cette année et on espère d'ici la fin de l'année avoir des nouveaux lancements de projets qui vont nous permettre de passer largement la barre des 1 millier de logements par an. Mais encore une fois, le déficit il est 240 000. Donc quand vous dites 1000, si vous avez une dette de 240 000 francs et qu'on vous donne 1000 francs, vous n'allez pas être content. Donc tout à fait. Voilà, 1000 c'est bien. Mais c'est clairement pas assez, pas suffisant. Donc, on est en train de travailler, on est en train de plaidoyer au niveau pour que l'écosystème change, pour qu'on accélère. On est en train de travailler sur les partenariats bancaires. On est en train de plaidoyer auprès des pouvoirs publics pour qu'ils accélèrent. Il y a une vraie détermination de ce point de vue-là. Donc, je pense que réellement, les choses vont s'améliorer et on va avancer sur ce secteur. En tout cas, pour ce qui est du Gabon. Maintenant, pour ce qui est du plus large, si je prends par exemple notre implantation en Côte d'Ivoire. Les choses, la Côte d'Ivoire est un marché extrêmement dynamique et toute l'Afrique en réalité est un marché dynamique. Ouais. On a dit tout à l'heure, on a aujourd'hui 500 millions de citadins, ils vont doubler. Donc les villes africaines vont doubler de taille. Libreville va doubler, Ngondje va doubler. C'est déjà compliqué, mais ça va doubler de taille. C'est inéluctable. Donc la question, c'est pas de dire ça va doubler. On sait que ça va doubler et il s'avère que les statistiques démographiques font partie des statistiques économiques les plus fiables. Donc, Ngondje va doubler de taille. Donc maintenant, c'est comment on fait pour que dans cette croissance de la ville, de notre zone urbaine, ça soit fait dans les règles de l'art le mieux possible et qu'on soit en train d'améliorer le cadre de vie de chacun d'entre nous.
C'est ça les vrais défis. Donc nous, on y travaille chez Trianon. On fait un travail là-dessus depuis des années. Ça fait 24 ans que je fais ce métier et je le fais avec passion parce que je considère que il y a plein de métiers gratifiants, mais c'est réellement un métier extrêmement gratifiant parce qu'on part de rien et puis on a des gens qui font du vélo dans une résidence, des enfants qui vivent, etc. Et pour moi, ça n'a pas de prix. Donc l'idée est là. Le potentiel, il est là, il est colossal. Les besoins sont là. La solvabilité du marché, on est en train de le traiter et j'espère que très prochainement, très bientôt, on va réussir à tirer encore les prix vers le bas. On est en train de se battre pour que, évidemment, un maximum de personnes puissent devenir acquéreurs de leur maison. Et du coup, comment vous drainez les PME autour de vous dans votre écosystème et quels sont les conseils à ces PME-là pour leur permettre effectivement d'être en griffe à la hauteur pour relever les défis de qualité, de disponibilité, etc. Alors, c'est simple. Venez nous voir, soyez exigeants, travaillez dur. Et puis, a priori, on a tellement besoin de coéquipiers, on a besoin de sous-traitants parce que, effectivement, aujourd'hui, le problème, c'est pas notre difficulté, il est sur le niveau des sous-traitants. Si aujourd'hui, vous avez du talent dans votre domaine, que vous êtes un bon carreleur, que vous avez une bonne équipe de carrelage, que vous avez une société de carrelage, de peinture, plomberie, etc. Alors, je vais prendre par exemple le cas de la plomberie. On a parlé tout à l'heure d'école. La plomberie, c'est un corps de métier extrêmement sensible. C'est pas compliqué. Vous faites pas bien votre plomberie, vous aurez des galères tout au long de la vie du bâtiment. Donc, si c'est 50 ans, votre bâtiment, il aura des problèmes pendant 50 ans. Donc, vous voyez, donc là, pour le coup, nous, notre principal critère, c'est le talent et le savoir-faire des équipes. On peut les faire monter en compétences, mais du coup, il faut qu'on prenne le temps de les faire grandir. Et surtout, après, la capacité et le fait d'être rigoureux. Donc, on a un vrai sujet là-dessus. Donc, on attend tous ceux qui sont rigoureux, qui sont prêts à travailler dur, et qui sont prêts à monter en compétences. On les attend avec impatience. Folie, merci. Est-ce que vous avez quelque chose à partager avant qu'on ne puisse clore nos discussions? Alors, un dernier petit mot pour les entrepreneurs en règle générale. Entreprendre, c'est pas simple. Mais c'est mon étiquette de président du Club africain des entrepreneurs qui me fait peut-être dire ça. Donc je dis une chose, entreprenez. Parce que je suis convaincu que le changement de notre environnement, des paradigmes, passe par les entrepreneurs. Effectivement, les pouvoirs publics insufflent, disent on y va, on ouvre les portes, avancez, et c'est aux entrepreneurs de prendre la main et de changer notre environnement, notre espace urbain. Ça, c'est le rôle des entrepreneurs. Et on a besoin de tous les entrepreneurs de bonne volonté. Merci Folie et au plaisir. Merci beaucoup.